Bonjour Maëva, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, on va attendre une ou deux minutes le temps que les inscrits nous rejoignent. Je vois que vous êtes plusieurs à vous connecter actuellement. En attendant, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous nous entendez bien et si vous voyez bien les slides. Super, ça a l'air d'être bon. Merci beaucoup, Damien. On va attendre encore une petite minute le temps que les gens se connectent et après on pourra démarrer. Bonjour. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors, si ça te va, Jonathan, on peut peut-être commencer. Les derniers arriveront les derniers. au fil de l'eau. Super. Alors, du coup, bonjour à tous, à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, merci d'être avec nous pour ce webinaire sur la migration full Intune, donc comment sortir définitivement du co-management. Avant de démarrer ce webinaire, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, une rapide introduction. Donc, Synapsys, qui sommes-nous? Donc, nous sommes une société de conseil et d'expertise spécialisée dans les transformations des infrastructures IT. Aujourd'hui, on a plus de 200 consultants basés à Paris, à Lille, à Lyon et à Kuala Lumpur en Malaisie. Et nous accompagnons aujourd'hui nos clients sur 5 grands piliers qui sont le Modern Workplace, donc le sujet d'aujourd'hui, le Cloud et le Legacy Transformation, le DevOps, l'IA et la cybersécurité. À savoir que nous disposons aussi d'un centre formation certifié Calliope. Donc, si vous souhaitez vous former ou former vos équipes sur les sujets qui sont présents à l'écran, n'hésitez pas à nous solliciter. On pourra vous conseiller du mieux possible sur ces sujets. Et donc, du coup, aujourd'hui, on retrouve Jonathan sur le sujet de la migration full Intune. Jonathan, je te laisse te présenter et du coup, commencer ce webinaire. Ça marche. Merci Maëva. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde m'entend bien. Du coup, moi, c'est Jonathan. Je suis ingénieur Modern Workplace chez Synapsys depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et du coup, j'accompagne les clients dans leurs projets de migration, de transformation vers Microsoft Intune. Donc, des clients qui ont du CCM ou d'autres MDM vers Microsoft Intune sur des périmètres comme macOS, Windows ou la mobilité. Je suis aussi formateur pour la Synapsys Academy, comme Maëva venait d'en parler. Et donc, aujourd'hui, on va se retrouver pour parler d'un sujet qui est un peu dans l'air du temps, qui est la migration SSM vers Intune. Si jamais vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les poser. Je vois que Maëva a mis un petit message dans le chat. N'hésitez pas à les poser dans le chat. J'essaierai d'y répondre en live. Sinon, on fera des petites pauses pendant les slides pour prendre les questions et y répondre. Hop. Est-ce que j'arrive à passer la slide? Oui. Du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de poser le cadre d'un peu de ce qu'on va voir aujourd'hui. L'idée aujourd'hui, c'est pas de faire un comparatif théorique entre théorique et pratique et technique entre système et Intune. L'objectif aujourd'hui, c'est de répondre à des vraies questions, à une vraie problématique que certains d'entre vous peuvent rencontrer. C'est comment mettre en place et comment sortir aussi de la cogestion SSM Intune. Donc, on va avancer en plusieurs étapes. La première étape, ce sera de voir un peu le contexte du marché, pourquoi on se pose cette question maintenant et pourquoi ce débat arrive maintenant. Ensuite, on va faire un petit état des lieux entre SSM et Intune, pourquoi SSM est encore présent et pourquoi Intune prend de plus en plus de place au sein des organisations. Ensuite, on verra 3 scénarios de migration SSM vers Intune qui sont parmi les plus courants dans les organisations. On répondra à une question, pourquoi le co-management n'est pas une cible durable.
et pas une cible viable. On verra aussi une trajectoire de sortie et des erreurs à éviter quand on met en place la cogestion. On verra aussi 2-3 petits cas d'usage sur l'hybridation entre ID et la sortie de ce mode hybridation. Et on terminera par quelques étapes pour bien préparer sa migration Intune. L'objectif, c'est simple, c'est d'essayer de vous donner une vision claire et répondre à vos questions sur cette partie-là. Le contexte aujourd'hui, pourquoi pourquoi ce sujet arrive maintenant? Pourquoi on fait un webinaire aujourd'hui sur cette partie-là? La réponse, elle est assez simple, c'est que Microsoft a annoncé il y a quelques mois, a envoyé un signal assez fort sur le marché, c'est qu'à partir de septembre 2026, il n'y aura plus qu'une version de SSM par an. Du coup, avant, il y en avait 2 par an, du coup, 2 versions majeures par an. Là, il n'y en aura plus qu'une à partir de septembre 2026. Et ces mises à jour-là seront focalisées uniquement sur des correctifs de sécurité et de stabilité. Ça fait déjà plusieurs mois où les mises à jour SSM font un peu plus rares et apportent beaucoup moins de fonctionnalités. C'est plus de la correction de bugs. Il y a plus du tout de nouvelles fonctionnalités. Là, ça a été officialisé et à partir de septembre 2026, du coup, il n'y aura plus qu'une release par an de SSM. Au niveau Intune, on est plutôt sur une cadence de release qui est mensuelle, voire bimensuelle. Parfois, il y a même des mises à jour qui arrivent en cours de mois sans qu'on soit particulièrement informé. Donc, c'est un produit qui pousse, qui est en constante évolution. Et c'est vers ce modèle-là que Microsoft tend à nous pousser et tend les clients à adopter ce modèle. 100% des innovations, du coup, dans l'annonce de fin de fréquence de release SCM, Microsoft a aussi annoncé que maintenant 100% des innovations seront faites côté Intune et qu'il n'y aurait plus du tout d'innovation côté SSM, et ça va un peu dans le bon sens avec cette partie-là. Du coup, on va partir sur les slides. Je vois qu'il y a des petits chats. Je ne sais pas si c'est des questions. Avant de continuer, il n'y a pas de questions, donc on peut continuer. Alors maintenant que le marché bascule clairement vers Intune, on pourrait se dire, bah, tout le monde est passé sur Intune, il n'y a plus de SSM dans les organisations, mais en réalité, c'est pas du tout le cas. SSM est encore très présent dans les entreprises, il y a de bonnes raisons à ça. On va passer dessus là maintenant tout de suite. La première raison du pourquoi SSM reste encore très présent, c'est que SSM est un produit très mature, il existe depuis de nombreuses années, des dizaines, des vingtaines d'années. Il y a une maturité opérationnelle qui est arrivée avec ce produit, des années de tuning, de procédures. C'est des process qui sont très bien adoptés par toutes les équipes IT qui utilisent ce produit. Du coup, c'est quelque chose qui est maîtrisé par toute la population. Et c'est souvent un système qui est profondément ancré et profondément utilisé dans des grosses organisations. SSM, il est souvent aussi au cœur d'un écosystème, donc on va parler de AD, mais ça c'est logique, mais parfois il y a des scénarios d'intégration, d'automatisation qui sont faits avec des outils d'ITSM comme ServiceNow ou EasyVista, ou qui sont intégrés avec des outils de supervision ou d'autres outils tiers. Du coup, il y a des intégrations existantes avec tout autour des SSM, et du coup, décrocher SSM de cette partie-là, c'est pas des projets qui sont forcément faciles et pas forcément gratuits. Du coup, c'est pour ça que ça reste encore très présent, parce qu'il y a forcément quelques dépendances autour des SSM qui peuvent exister. Le déploiement OS par SSM reste aussi très puissant pour des environnements complexes. Donc là, on va parler d'OSD, des tests séquences. C'est des choses qui sont encore beaucoup utilisées, même si maintenant Autopilot permet de faire des choses assez sympas et aussi pouvoir gérer des cas d'usage assez complexes. Le déploiement OS par SSM avec des tests séquences est encore beaucoup utilisé et assez puissant de ce côté-là. Au niveau gestion réseau, SSM il reste encore très présent et très fort aussi sur cette partie-là, même si Intune n'a pas à rougir. Du coup, SSM, je ne vais pas vous faire la démonstration, mais il y a des points de distribution, il y a du branch cache, il y a du delivery optimisation. On peut gérer finement la bande passante sur les sites distants, voire des sites à faible bande passante. Mais de ce côté-là, Intune n'a pas à rougir non plus. On peut très bien aussi gérer les sites à faible bande passante avec Intune, avec des mécanismes comme delivery optimisation ou connected cache. On peut aussi très bien répondre à ce type de besoin côté Intune. Les applications complexes, on peut avoir parfois dans le système des applications complexes, des packaging assez lourds
qui peuvent être plus simples à adresser côté SSM que Intune, même si maintenant Intune, avec les applications Win32 et les scripts PowerShell qu'on peut aussi pousser, on n'a pas à rougir de ce côté-là, mais il y a des scénarios où on peut utiliser des tas de séquences, et cetera dans SSM qui fait que c'est encore utilisé pour certains cas d'usage, même si ça a tendance à réduire. La dernière, la dernière raison du pourquoi SSM reste encore très présent, ça peut être aussi, et je l'ai déjà pu le croiser, c'est des compétences, internes rodées. Donc il y a des équipes qui font du SSM depuis, des dizaines d'années et qui voient pas pour et qui ont un peu de mal à switcher vers un mode, Intune. Ils sont très attachés à leurs produits, à leurs compétences et du coup, ça apporte aussi, derrière une résistance au changement et on peut arriver parfois dans des contextes où on se dit: «Bah, pourquoi on va partir sur Intune? SSM, ça marche très bien», et du coup, c'est un peu compliqué à faire switcher les équipes vers, l'adoption de Intune dans certains contextes. Aujourd'hui, pourquoi Intune prend de la place? Bah, c'est simple, avec Intune, on va pouvoir gérer, du multiplateforme, donc Windows, macOS, Android et iOS qu'on ne peut pas faire, avec SSM du coup. On a de plus en plus de projets liés à la mobilité, où les organisations veulent reprendre un peu le contrôle des devices que les organisations donnent à leurs utilisateurs. Du coup, on a, cette partie-là qui prend de plus en plus d'ampleur. Au niveau coût, licensing, du coup, bah, les organisations qui utilisent M365, qui ont des bundles E3, E5 ou du business premium pour les petites entreprises, Intune, et Entra ID sont intégrés dans leur bundle de licence. Du coup, il y a tout un intérêt à prendre du Intune pour pouvoir avoir un ROI et utiliser au mieux leur licence. Sachant aussi qu'avec une licence Intune, on peut enrôler jusqu'à 5 devices pour un utilisateur, donc on peut couvrir aussi bien un device Windows qu'un téléphone mobile. Du coup, le coût est divisé, et optimisé, on va dire. On peut faire aussi de la simplification au niveau déploiement des postes. On peut, faire préparer ces postes par le constructeur, on peut faire préparer les postes par l'utilisateur final. Il y a des scénarios autopilote pour gérer cette partie-là. On peut, faire aussi des resets de postes à distance, en cas de vol, gérer tout ça, des scénarios de perte, casse-vol qui sont un peu plus difficiles à mettre en place côté système. Côté Intune, on peut faire ça, assez facilement avec, de l'automatisation aussi derrière. Par exemple, un utilisateur déclenche, un scénario de vol de son PC, on peut derrière déclencher des wipes automatiques de device avec Intune, avec des scénarios, automatiques qui vont bien. Au niveau sécurité, les dernières, innovations, sécurité, ce qu'on appelle le hardening, les dernières briques de sécurité sont positionnées plus côté Intune. Si on veut mettre du hardening avec du SSM, c'est un peu plus compliqué. Côté Intune, tout est intégré par défaut et on peut aller très, très loin au niveau sécurité. Donc ça, c'est aussi, un atout de Intune si on veut parler sécurité aujourd'hui qui est primordial. La flexibilité et la mobilité. Donc les utilisateurs peuvent travailler, partout, de n'importe où avec une simple connexion internet. Bah, nous, ingénieurs Modern Workplace et vous aussi, on va pouvoir gérer leur poste à distance à partir d'une simple connexion internet. Tandis que souvent dans les environnements SSM, si on n'a pas mis les services cloud qui vont bien, mais on a toujours besoin d'une connexion VPN pour pouvoir toucher les postes. Pareil pour les GPO. Avec Intune, il suffit juste d'une simple connexion internet pour pouvoir toucher les postes et leur adresser des configurations, des applications. Et ça, c'est le point fort. La réduction des coûts. La gestion moderne a un impact assez direct sur les coûts et l'efficacité opérationnelle. Côté SSM, on a toute une infrastructure à gérer, on a une base SQL à gérer, on a des serveurs à gérer, des services. Tout ça à superviser, ça peut prendre un temps, assez conséquent par jour pour gérer toute l'incidentologie autour de l'infrastructure SSM si jamais, ça arrive dans certaines organisations. Avec Intune, on oublie tout ça, il y a aucun serveur. Aucun, serveur à gérer, aucun service à monitorer. Tout est géré par Microsoft. Du coup, les équipes IT peuvent vraiment se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire, faire les configurations, tout ça, au lieu de passer du temps à monitorer toute l'infra, SCCM derrière. Et l'innovation, j'en ai parlé juste avant. Les innovations, Intune, bah, Intune, c'est un produit qui évolue, constamment. Tous les 15 jours, tous les mois, il y a des nouvelles features, que ça soit dans Windows, dans macOS, dans Android, iOS. Le produit évolue tous les mois et on a une assez bonne roadmap sur ce qui va arriver avec des choses sympas. Du coup, c'est un produit qui est en constante évolution et qui a pas fini de nous surprendre. Avant de passer à la suite, je vois qu'il y a 4 petits chats, je ne sais pas s'il y a des questions?
la prise en main à distance. Pour Francisco, j'allais y répondre juste la slide qui arrive là. Et Boussif aussi, du coup, je vais répondre à votre question en parlant avec cette petite slide-là, un petit comparatif, du coup. Du coup, je vous ai fait un petit comparatif ici sur une slide des fonctionnalités SSM versus les fonctionnalités Intune pour voir qu'au niveau fonctionnalité, on est à peu près sur les mêmes choses. Du coup, des fonctionnalités SSM, on arrive à y répondre avec des fonctionnalités Intune. Du coup, au niveau OSD, on va avoir l'autopilote en face qui permet de faire du provisioning de postes assez facilement à partir d'une simple connexion Internet avec des scénarios assez bien rodés, du user-driven pour que ce soit piloté par l'utilisateur final, du self-deploying pour du kiosque ou des postes partagés, et du pré-provisioning pour que ça soit provisionné par l'IT ou par votre constructeur. Je sais que HP fait très bien ça. Et ça peut être des cas d'usage qui sont assez fréquents chez certaines organisations. Au niveau configuration et configuration baseline, dans l'étude, on pourra retrouver ce qu'on appelle les device configurations, des remédiations ou des plateformes scripts qui vont pouvoir permettre de faire la même chose. Au niveau software déploiement, côté Intune, on va retrouver les Win32 apps, qui est l'équivalent des applications dans SSM, donc avec des méthodes de détection, la supersédence, des requirements, ce genre de choses. On va pouvoir, petit plus, côté Intune, déployer des applications du store qu'on ne peut pas faire aussi facilement côté SSM. Donc, on va pouvoir aller télécharger des applications du store et qu'elles se mettent à jour automatiquement sur les postes et éliminer une contrainte de packaging sur des applications type Acrobat Reader ou VLC qu'on retrouve assez facilement sur les parcs. Au niveau patching, côté Intune, du coup, on va avoir deux solutions, c'est Windows Update for Business ou Autopatch. Windows Update for Business, c'est vous qui contrôlez vos rings et les personnes que vous mettez dedans. Autopatch, vous donnez les clés du camion à Microsoft et c'est lui qui gère votre patching de votre parc. Au niveau antivirus, si jamais vous avez des licences pour Defender for Endpoint, les DR de Microsoft, côté Intune, on a toute la brique qui permet de gérer cette partie-là d'une manière centralisée à partir de la console Intune. On va pouvoir gérer le DR, pousser des stratégies de configuration d'antivirus, des règles ASR qui vont permettre de mettre en place, de configurer toute cette partie-là. Les scripts, on en a parlé juste avant, mais on retrouve la possibilité de déployer des PowerShell scripts et des remédiations si on a les petites licences qui vont bien. Au niveau monitoring report, c'est là où ça peut un peu poser question par rapport aux gens qui sont habitués à SSM. Ou SSM, il y a une bibliothèque avec énormément de reports qui ne sont pas forcément tous pertinents, qui ne sont pas forcément tous utilisés. Quand on arrive dans Intune, on peut être parfois un peu bouleversé en disant j'ai pas assez de reports ou ils sont pas si fous. Il y a des solutions qui existent, qui sont beaucoup utilisées dans les organisations. Je pense à Power BI, ce que j'ai pu mettre chez mon client actuel pour faire des reports. On sort des données à partir de la graphe API, on les met en forme dans Power BI. On peut faire des rapports un peu plus avancés de ce qu'on trouve dans la console et un peu plus sympa. C'est des cas d'usage qu'on a pu mettre en place et vous pouvez retrouver sur notre site un petit livre blanc que j'ai pu réaliser sur la mise en place de rapports avec Power BI. Je pense que Maëva pourra vous partager le lien si ça vous intéresse. On peut aussi mettre en place des espaces de log, des espaces de travail log analytics qui permettent aussi de faire de la collecte de données, de la mise en forme. Si jamais ça vous intéresse, c'est des choses qui sont assez facilement faisables. Au niveau collection système, on avait l'habitude de travailler avec des collections côté système, des collections dynamiques basées sur la présence d'un logiciel, sur la marque, le modèle d'un PC. Côté Intune, ça a tendance à évoluer. Pour l'instant, on peut faire des groupes dynamiques sur certains champs, genre le modèle des postes, la marque, ce genre de choses. On ne peut pas encore faire des groupes dynamiques sur la présence d'un logiciel. On est obligé de faire des choses custom avec du graph API qui va aller poler les données et remplir un groupe entrée dynamique basé sur cette partie-là. On espère que dans les roadmaps et notamment avec l'arrivée du App Inventory ces derniers jours, qu'on puisse un jour pouvoir faire des groupes intra-dynamiques, des groupes intra-ASI dynamiques nativement avec des données de l'inventaire logiciel. Pour répondre aux petites questions sur les outils de prise en main à distance, du coup, c'est vrai que j'ai pas mis forcément de colonne sur cette partie-là. Donc, côté SSM, globalement, vous avez la partie assistance à distance qui est intégrée dans SSM, qui est utilisée parfois dans certaines organisations, mais
j'ai pu croiser d'autres organisations qui utilisaient un outil tiers, par exemple Demware ou autre. Côté Intune, vous avez deux solutions, voire trois. Vous avez l'assistance rapide, qui est l'outil de prise en main à distance gratuit de Microsoft que j'ai pu voir utilisé dans certaines organisations. Après, vous avez la partie Remote Help. Donc, Remote Help, c'est l'outil de prise en main à distance, entre guillemets, qui est préconisé pour Intune, qui va être intégré dans les bundles de licence 365 E3 à partir du mois prochain. Du coup, ça peut donner des idées à certaines organisations de switcher sur cet outil de prise en main Remote Help qui permet de faire de la prise en main à distance sur du Windows, du iOS, du Android et sur du macOS. Donc, c'est multi-OS. Et après, vous pouvez aussi intégrer dans Intune ce qu'on a avec un connecteur TeamViewer qui permet d'interconnecter un tenant TeamViewer si on a les licences qui vont bien. Je pense que c'est des licences Tensor de mémoire. On peut interconnecter un TeamViewer avec Intune pour pouvoir faire de la prise en main directement avec TeamViewer. Donc voilà, c'est les trois outils qu'on peut utiliser pour faire de la prise en main quand on fait du Intune. J'espère avoir répondu à vos questions, sinon n'hésitez pas à demander un petit complément. Maintenant, on va passer sur les différents scénarios et trajectoires de migration de cogestion qu'on peut croiser chez les clients. Le premier scénario de migration, c'est le scénario le plus courant, c'est on active la cogestion SCCM Intune et on bascule les postes existants dans la cogestion avec Intune en activant l'hybridation. Et les nouveaux postes, les remplacements de postes et les remasterisations de device, on les met à la cible, c'est-à-dire Intune Only en mode Entra ID avec autopilote. Donc c'est une trajectoire qu'on croise le plus souvent chez les organisations, qu'on a tendance à conseiller. Après, on en verra d'autres juste derrière. Donc c'est le scénario le plus courant qu'on peut croiser. Les avantages, c'est qu'on peut faire un rollback possible si on voit que quand on bascule un workload SCCM vers Intune, ça se passe pas très bien. On peut faire un rollback assez facilement depuis la console SCCM. Il n'y a pas vraiment de rupture de service et ça permet de former les équipes et qu'elles montent en compétences progressivement sur Intune. Pour rappel, au niveau workload de gestion SSM qu'on peut basculer sur Intune, il y a le déploiement d'applications, le déploiement de configuration, la partie Windows Update, la partie conformité. Ça fait partie de la liste des workloads qu'on peut basculer. Et du coup, on peut ensuite tout basculer, tous les workloads et avoir une gestion Intune de toute cette partie-là sur des postes qui sont gérés par SCCM. Le seul inconvénient, c'est que ça peut durer, cet état-là peut durer des années si on n'a pas de date cible. On verra tout à l'heure dans une slide prochaine que quand on tend à mettre en place de la cogestion, l'idée c'est d'avoir une projection de sortie, une trajectoire de sortie, une date éventuelle de sortie avec des stratégies d'enrôlement. Donc comme on peut le voir sur le tableau ici, pour les nouveaux postes, pour les remplacements de postes, pour les remasterisations de postes et pour les devices existants. Du coup, ça fait partie d'un scénario, le scénario A. On va voir le scénario B si vous voulez. Donc le scénario B, c'est... Jonathan, je te coupe, Oui. désolée. Avant que tu continues avec le deuxième scénario, Francisco posait une question sur la performance de la prise en main à distance dans le chat. Ok. Je ne sais pas de quel outil tu parles, Francisco, si tu parles de Remote Help ou autre. Pour avoir testé Remote Help, j'ai pas franchement de points noirs à lui adresser. Je trouve que le Remote Help, il est assez bien fait. Après, il y a quelques réglages à faire pour avoir les notifications, tout ça, qui vont bien. Mais sinon, dans l'usage, il est sécurisé. On peut avoir du MFA, on peut faire de l'accès conditionnel pour prendre la main sur les postes, rajouter une couche de sécurité pour vraiment vérifier l'identité de celui qui prend la main sur les postes. On peut déléguer assez finement au niveau airbag, par exemple, donner à une certaine population le droit de voir uniquement une autre population de faire des élévations de privilèges, ce genre de choses. Pour moi, c'est un outil qui est assez complet, qui marche plutôt bien. Donc, j'ai pas eu de retour négatif sur cette partie-là. Je serais curieux d'avoir ton avis de pourquoi tu dis qu'il n'est pas aussi performant. Mais après, je sais pas si d'autres personnes dans l'assemblée ont pu tester Remote Help, mais moi, sur les cas d'usage que j'ai pu faire, que ce soit sur mobile ou sur Windows, j'ai pas eu de bloqueur ni d'avis négatifs avec mes clients. Je vais attendre qu'ils répondent avant de continuer.
Ça me permet de respirer un peu. Ça marche. Merci, Fran. N'hésite pas si tu as besoin de compléments, n'hésite pas. De la conversation. Et merci, Maëva, de m'avoir averti. Du coup, le scénario B, c'est un scénario qu'on peut voir aussi chez certains clients. C'est qu'on va geler le parc sur SSM et on va prioriser Intune pour les nouveaux postes. Donc ça, c'est plutôt une trajectoire qui est utilisée dans des organisations qui ont des projets de remplacement de device à assez court terme. Du coup, on va profiter du changement de ce parc, du changement de ce PC pour les basculer directement à la cible et faire un switch assez rapidement. Du coup, si le parc est par contre est assez neuf, si le parc est jeune, là la trajectoire de migration sera assez lente parce que si on attend 3, 4, 5 ans que les postes soient renouvelés, ça peut vite passer et rester dans un état comme ça. Du coup, dans ce scénario-là, les stratégies pour les nouveaux postes, le remplacement de postes et les remasterisations de postes, ça sera de les basculer à la cible, c'est-à-dire Intune, Autopilot et Entra Join. Les postes existants, on les laisse mourir dans le SSM jusqu'à temps qu'ils sont en fin de vie et qu'ils soient remplacés. Ça peut être un scénario de migration qu'on peut préconiser dans certaines organisations s'ils ont des projets de remplacement de poste. Si les parcs est récent et qu'il n'y a pas forcément de projet de remplacement de poste, on peut aussi penser au scénario A qu'on vient juste de voir avant. Ça dépend en fait un peu de l'ancienneté du parc et des projets de modernisation et de remplacement des postes à venir. Les avantages de cette méthode-là, c'est que il y a pas de rupture sur le parc existant, il continue à vivre côté système. Et on va venir juste changer la stratégie sur les nouveaux postes. Que la migration se fait naturellement, comme je disais avant, en suivant le cycle de vie du matériel. Ça permet de valider la brique Intune, le socle Intune qu'on construit sur les nouveaux postes. Donc petit à petit, on fait grossir le nombre de postes qui arrivent dans Intune et ça permet aussi aux équipes de monter en compétences et de voir un peu les impacts aussi et d'ajuster un peu le socle si jamais il y a des besoins ou des ajustements à faire selon l'organisation. Les seuls inconvénients qu'on peut voir, c'est qu'on a deux gestions du coup en parallèle. Qu'on doit continuer à gérer la partie SSM. C'était aussi le cas pour le scénario A. Du coup, on doit avoir des équipes qui gèrent la partie SSM, des équipes qui gèrent la partie Intune et on a encore toute cette partie gestion d'infrastructure SSM à gérer. Et du coup, il peut y avoir un risque de disparité aussi de sécurité entre les deux parcs parce que côté Intune, Autopilot, etc., on a accès à des fonctionnalités de sécurité beaucoup plus avancées que dans un monde Active Directory SSM. Du coup, il peut y avoir un risque de disparité entre les postes qui sont cloud native et les postes qui restent dans Active Directory dans ce modèle-là. Voilà, je vais regarder, il y a une petite question. C'était juste Francisco qui disait merci. Le dernier scénario, le scénario C, c'est pas le scénario qu'on va recommander forcément, mais c'est des scénarios que j'ai déjà pu croiser chez certains clients. C'est qu'on active la cogestion et on n'a pas vraiment de perspective de sortie. On active la cogestion TCM Intune, les postes sont hybridés en hybride entre Dijon et on reste en cogestion. Ça peut durer des années, on n'a pas forcément de date cible, c'est des choses que j'ai pu voir chez certains clients. Et du coup, le parc reste dans un état un peu entre les deux mondes, donc c'est-à-dire entre un pied dans le SSM et un pied dans Intune, sans vraiment avoir de trajectoire de sortie. Du coup, il y a une double gestion qui est persistante, une double complexité, parce qu'on connaît tous, je pense, dans l'assemblée, les complexités qu'apporte le mode hybride entre Dijon, notamment côté autopilote, côté descente des configurations, côté accès conditionnel, politique de conformité, ça peut mettre un certain temps à s'appliquer. C'est vraiment pas un mode qu'on recommande de rester gelé en cogestion hybride. C'est vraiment pas recommandé. Moi, c'est pas quelque chose que je recommanderais et ça commence à être des choses qui sont pas forcément recommandées par MS. Le autopilote hybride, il est plus recommandé. Du coup, c'est vraiment un mode à éviter. Et il faut vraiment avoir une perspective de sortie quand on met en place la cogestion de ce côté-là. Voilà pour les trois petits scénarios qu'on pouvait parler. Du coup, on va dans cette petite slide-là, on va voir est-ce que la cogestion SSM Intune, est-ce que c'est une cible durable. Du coup, architecturalement,
La cogestion a été vendue par Microsoft comme un pont, comme un chemin vers la gestion moderne, mais pas une destination. Du coup, il faut vraiment pas miser sur la cogestion dans un état durable. C'est vraiment un chemin que vous devez prendre pour aller vers une gestion moderne, vers une thune. Et à un bout d'un moment, le chemin, il va falloir le quitter pour arriver les deux pieds dans le monde moderne et quitter le monde legacy. Une cible durable au niveau coût, non, parce qu'en fait, on paye deux fois pour la même chose. On fait une double administration. On a encore notre infrastructure SSM à maintenir. On a encore les personnes, les licences SSM, les personnes qui gèrent SSM, les outils qui sont greffés à SSM à administrer, à payer aussi pour certains. Du coup, ça fait double, double, double emploi. Du coup, c'est pour ça que c'est pas une cible durable de rester en cogestion. Au bout d'un moment, on va falloir qu'on lâche le monde legacy et qu'on va pouvoir aussi faire des optimisations de coûts de ce côté-là. Au niveau troubleshooting, ça peut être aussi parfois complexe, comme je le disais juste avant. Comme je disais juste avant, quand on est en mode hybride, cogestion, tout ça, on peut avoir des soucis de d'autopilote, d'accès conditionnel qui ne s'appliquent pas ou des règles de conformité qui mettent du temps à remonter, ce genre de choses et des problèmes d'hybridation aussi. Du coup, c'est des choses qui peuvent être un peu complexes à troubleshooter. On ne sait pas si ça vient d'un travail d'Econnect, de SSM, de Intune, d'un des deux avant. Du coup, c'est des choses qui sont un peu complexes à troubleshooter et ça apporte un peu de complexité dans les tâches des administrateurs de cette partie-là. Au niveau posture de sécurité, on en a parlé aussi juste avant. Côté Intune, on peut avoir accès à des features de sécurité beaucoup plus avancées que côté SSM. Du coup, on ne peut pas avoir vraiment une posture de sécurité unifiée entre les deux mondes. Du coup, côté Intune, on a accès à des features beaucoup plus pertinentes. La dette technique va grossir chaque année, forcément. Vu que SSM aura plus forcément le cycle de mise à jour qu'auparavant, forcément, ça va apporter de la dette technique et aussi de la dette technique liée à tous les composants legacy qui tournent autour de SSM, AD, WSUS, tout ça. Du coup, c'est de la dette technique qui grossit chaque année et du coup, en sortant de cette cogestion, on va pouvoir lâcher toute cette dette technique, au moins sur le périmètre ForStation. Les nouvelles fonctionnalités sont Intune Only, ça commence à être le cas. Il y a des Intune Only et Entra ID Join Only aussi. On aurait pu préciser ça. C'est que récemment, Microsoft a sorti des fonctionnalités. Je pense à Windows Backup ou au dernier App Inventory de Intune. Et c'est des fonctionnalités qui sont Intune Only et qui sont réservées au mode Entra ID Join Only. Du coup, il commence à avoir aussi côté Microsoft des mises en place de fonctionnalités qui sont uniquement réservées au mode cloud native et qui va permettre aussi aux organisations de, entre guillemets, forcer à aller basculer dans ce modèle-là en réservant certaines features qu'à ce monde-là. L'impact humain sous-estimé, c'est que, j'en ai parlé, je pense, en préambule, c'est les résistances au changement ou les formations, ce genre de choses. Du coup, quand vous basculez sur Intune, il ne faut pas hésiter à accompagner vos équipes, que ce soit support ou ingénieur, en leur proposant des formations ou du contenu pour des procédures, tout ça, pour les aider dans leurs tâches quotidiennes. C'est très important de penser à eux quand on met en place des nouvelles briques techniques pour qu'ils puissent réaliser leurs tâches sereinement au quotidien. Et le risque du temporaire permanent, c'est un peu ce qu'on peut voir dans le scénario C juste avant, c'est qu'on met en place la cogestion de manière temporaire et finalement, vu que ça nous convient, ça reste permanent. Et c'est vraiment ce qu'il faut éviter quand on met en place la cogestion. Pour sortir de la cogestion, attendez, juste 2 petites secondes. Sortir de la cogestion SSM Intune, donc l'objectif final, je pense qu'on l'a tous compris, c'est de transformer un device qui est auparavant ou encore aujourd'hui SSM, AD et GPO centrique, donc c'est le modèle, ce qu'on appelle le modèle traditionnel, vers un modèle moderne qui est Intune Entra ID Cloud Native, Cloud Managed. Donc l'objectif final de la cogestion, c'est de partir sur ce modèle-là. Les points clés pour sortir de la cogestion efficacement, c'est le premier, ce sera de migrer progressivement les workloads
de gestion SSM vers Intune. Donc, c'est pas de faire une migration en Big Bang, ça sert à rien. Ça va vous compliquer les choses, c'est de migrer workload par workload, mesurer si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'impact côté utilisateur, si vous arrivez à retrouver un peu les mêmes fonctionnalités côté Intune, est-ce que les postes se mettent bien à jour, est-ce que le déploiement applicatif côté Intune fonctionne. C'est vraiment d'y aller progressivement, et lancer des lots pilotes et voir si de ce côté-là, tout se passe bien. Ensuite, le deuxième point clé, ce sera de réduire la dépendance historique. Donc, on va parler de Active Directory, de serveurs de fichiers, de GPO. Du coup, quand on fait un projet de move to moderne, c'est aussi de faire un tri sur toute cette partie-là. Les GPO, on en parlera après. Active Directory, tout ça, c'est vraiment le moment pour faire le switch sur cette partie-là. Moderniser les postes, donc ça reprend un peu l'objectif du dessus. Donc moderniser, c'est-à-dire qu'on va passer d'un modèle legacy à un modèle moderne. Donc va falloir penser à une trajectoire pour les nouveaux postes et les postes qui vont être changés et les remasterisations de postes. Il va falloir penser à une stratégie pour chacun des types de postes quand on met en place de la cogestion. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec les nouveaux postes, dans quel modèle on va les sortir. Pareil pour les remasters, pareil pour les switches. Du coup, ça permet d'avoir une stratégie pour chaque type de poste et avec potentiellement une date de sortie derrière aussi de la cogestion. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir, une fois que tous les workloads une fois que tous les workloads sont basculés côté Intune, tout à droite, quand vous voyez la petite écran, et que tout fonctionne bien côté Intune, que vous avez tout mis en place, le reporting, tout ce qui va bien, vous allez pouvoir commencer à retirer progressivement SSM de vos postes. Donc, premièrement, on va pouvoir, depuis Intune, lancer une désinstallation du client SSM. Comme ça, ils ne seront plus attachés à la console SSM. Donc, on va pouvoir lancer un script ou une application qui va venir désinstaller le client SSM. Comme ça, les postes seront en full Intune, ils ne seront plus rattachés à SSM. Et progressivement, on va pouvoir venir décommissionner l'infrastructure SSM, supprimer des points de distribution, ensuite supprimer les primaries de SQL quand tous les clients seront désinstallés. Mais c'est un peu la cible de la sortie de la cogestion. On décommissionne d'abord les clients. Une fois qu'il n'y a plus de clients, on peut commencer à décommissionner l'infrastructure SSM petit à petit. Voilà. Pour cette partie-là. Au niveau mise en place de la cogestion, de la migration vers Intune, on va faire un petit focus sur les erreurs courantes à éviter. Du coup, la première erreur, c'est vouloir reproduire SSM à l'identique dans Intune. Intune n'est pas SSM n'est pas Intune. C'est deux produits différents, deux visions différentes. Faut vraiment pas vouloir reproduire tout ce que vous faites dans le système, dans Intune. C'est vraiment la première erreur et c'est l'erreur la plus courante qu'on peut voir dans les organisations. La deuxième erreur, c'est de migrer sans rationaliser l'existant. L'idée, c'est quand on met en place de la gestion moderne, on va aussi faire un petit tri sur tout ce qui est actuel. Est-ce qu'il y a des choses qu'on utilise encore? Est-ce qu'on va pas L'idée, c'est de ne pas ramener toute la dette technique qu'on a pu accumuler dans AD, dans les GPO, dans SSM, dans Intune. L'idée, c'est de profiter de ce move pour faire un petit clean de tout ce qui se passe, de tout ce qui a pu se passer et repartir sur un socle propre et à jour et pas du tout obsolète pour 2026. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire, par exemple, c'est pour les GPO, il y a un outil dans Intune qui s'appelle Group Policy Analytics. On va pouvoir passer les GPO dans cette partie-là et voir un peu au niveau GPO quels paramètres sont obsolètes ou pas et pouvoir les reconduire ensuite dans Intune en quelques clics. Ça fait partie d'un des exemples de rationalisation. Parce qu'on sait que parfois on a dans des mondes legacy, on a tendance à tout mettre dans des GPO et parfois les GPO peuvent avoir des milliers de paramètres. Du coup, il y a des outils qui nous permettent de faire un peu des analyses et pouvoir migrer un peu ce qui est pertinent et laisser de côté ce qui est obsolète par rapport à 2026, par exemple. La troisième erreur, c'est de négliger l'analyse initiale. Du coup, quand on va faire un projet, on va faire un audit. C'est ce qu'on fait souvent chez nos clients, un audit Modern Workplace. Donc, on va venir auditer le poste de travail et toutes les dépendances qui sont autour. Donc, il y a par exemple des scripts de logon, des GPO, des applications locales qui peuvent parfois bloquer la migration. C'est pas parce qu'ils bloquent la migration que c'est devenir la norme. Il y a sans doute dans votre organisation beaucoup
de postes qui sont entre guillemets bureautiques où la migration peut se faire assez facilement. C'est pas s'il y a une application qui bloque la migration, c'est pas ça qui doit bloquer votre projet. Vous avez sans doute des milliers de postes qui permettent d'être migrés sans blocage. Mais par contre, il va falloir passer un peu de temps sur ces blocages pour essayer de les lever et pouvoir atteindre votre cible à 100%. Vouloir tout migrer d'un coup, ça ressemble un peu à ce que je disais juste avant. Vaut mieux prévoir un déploiement progressif, donc activer les workloads petit à petit et basculer des lots pilotes aussi dans les workloads. Donc, vous activez un workload, vous faites ça sur un premier lot, vous voyez comment ça se passe. S'il faut rectifier, s'il faut ajuster, après, vous pouvez en ajouter un deuxième, un troisième. Toujours avec cette posture de vérification, ajustement au cas où il y a des choses qu'on n'aurait pas calculées ou des impacts qui se seraient produits qu'on n'aurait pas pensé. Du coup, l'idée, que ce soit pour les workloads ou pour des déploiements généraux, c'est d'y aller step by step et de pas vouloir révolutionner, faire un big bang tout d'un coup. Au niveau communication interne, que ce soit pour vos équipes ou même pour vos utilisateurs, pardon, c'est que tout le monde doit comprendre les bénéfices de cette gestion moderne. La gestion moderne apportera des changements d'usage pour les utilisateurs, changera aussi des habitudes côté technicien IT. Du coup, l'idée, c'est d'accompagner tous ces people-là, que ce soit vos équipes ou les utilisateurs finaux, en leur disant, bah, on va mettre en place telle chose, voici les procédures. Pourquoi pas faire des petits ateliers, des petites tables rondes avec eux en leur expliquant un peu comment ça marche. C'est des choses qu'on peut voir chez certains clients et ça marche plutôt bien. Et les retours qu'on a des utilisateurs sont plutôt bien appréciés quand on leur explique un peu ce qu'on va leur mettre en place et que ça leur tombe pas sur le nez un matin en disant tiens, il y a ça qui est arrivé sur mon poste et je comprends pas ce que tu as fait, je comprends pas ce que je dois faire. Vaut mieux les accompagner dans toute cette partie-là aussi. Sous-estimer la sécurité, c'est une erreur parce que la sécurité de nos jours en 2026, c'est primordial avec tous les attaques ransomware, piratage, ce genre de choses. Avec Intune, vous allez pouvoir mettre en place des briques de sécurité qui vont permettre d'atténuer ou de réduire les risques d'attaque. Du coup, c'est pas parce qu'on met en place de la sécurité forcément qu'on va venir altérer l'expérience utilisateur. Ça marche aussi bien l'un avec l'autre. On a pu le voir dans un webinaire passé qu'on parlait de hardening, de sécurité. On peut voir qu'on peut mettre en place de la sécurité sans embêter l'utilisateur. Du coup, c'est vraiment pas comment dire, un truc à négliger, la sécurité. Et ensuite, on venait d'en parler, c'est ignorer la formation des équipes. Donc ça, faut vraiment penser à former vos équipes. Une équipe qui n'est pas formée, ça limitera le succès du projet. Pas forcément, ils n'auront pas forcément la même procédure. Ils sauront pas comment ça fonctionne, ce genre de choses. Du coup, il faut vraiment, quand vous passez à Intune, penser à former vos équipes, que ce soit vous ou les équipes support, pour leur donner les clés du projet, que tout se passe correctement et que tout soit bien adopté. Quelques use cases sur la partie la sortie de l'hybridation vers des postes Entra et Dijon. J'ai pu croiser chez certains clients qui disaient je peux pas sortir mes postes du mode hybride parce que j'ai des accès, mes postes doivent accéder à des lecteurs réseau ou des imprimantes qui sont actives, qui sont sur un serveur Active Directory où je fais de l'authentification par certificat machine. Du coup, j'ai ma PKI qui distribue des certificats. Du coup, je peux pas sortir mes postes de l'AD, je suis obligé de les hybrider. C'est deux cas d'usage qu'on peut croiser assez fréquemment chez les organisations et il y a des solutions qui existent pour répondre à ces besoins et pouvoir basculer assez, assez facilement, assez sereinement des postes de hybrid join à Entra et join. Du coup, pour le premier cas, par exemple, l'accès au lecteur réseau, typiquement un poste quand il est dans AD ou hybridé, il y a les GPO qui vont venir mettre les lecteurs réseau. Il y a le ticket Kerberos qui va passer pendant l'authentification automatiquement. Du coup, il va pouvoir aller accéder à ces ressources réseau. Dès qu'on bascule un poste vers Entra et Join, il n'y a plus du tout ce mode de fonctionnement. Du coup, il n'y a plus d'accès au lecteur réseau. Si jamais vous avez encore des lecteurs réseau sur Active Directory, qui sont sur des serveurs de fichiers, je pense que ça commence à se faire rare, mais il y en a encore quelques-uns. Du coup, il y a des solutions qui existent côté Microsoft. Donc, on en a une qu'on peut appeler Entra ID Kerberos. Il y a aussi le Windows Yellow Cloud Kerberos Trust qui permettent à des postes Entra ID Join d'obtenir un jeton Kerberos venant d'un domaine Active Directory
et ensuite de pouvoir accéder assez simplement à des lecteurs réseau qui sont hébergés sur un Active Directory. Ensuite, on peut mettre en place des solutions côté Intune, déployer des scripts pour mapper les lecteurs réseau automatiquement, c'est des choses qui se font assez bien. Mais vous avez des solutions pour cette partie-là. Pour la partie impression, on commence à avoir de plus en plus de solutions d'impression basées sur le cloud. Donc, il y a Universal Print pour Microsoft. Je connais aussi Lexmark Cloud Service ou Printerlogic. C'est des solutions d'impression cloud qui permettent de remplacer des serveurs d'impression AD par des solutions cloud où on peut imprimer à partir d'une simple connexion Internet. Et c'est des solutions qu'on voit de plus en plus arriver chez les organisations et qui permettent aussi de répondre à des besoins d'impression sur des postes Entra et DJoin. Pour la partie certificat machine et authentification au réseau, on peut avoir dans certains cas des postes AD qui ont besoin des certificats machine ou utilisateurs pour faire du 802.1x ou de l'authentification Wi-Fi, par exemple, donc par certificat ou même du VPN, authentification VPN par certificat. Du coup, les postes Entra et DJoin, vu qu'il n'y a pas de GPO, il n'y a pas d'auto-enrôlement pour les certificats. Du coup, il n'y a pas de certificat, ils ne peuvent pas connecter au Wi-Fi ni au VPN. Du coup, il y a deux solutions qui existent. Je pense que certains connaissent déjà. La partie déploiement d'un serveur NDES avec le Intune Certificate Connector qui permet d'avoir un serveur qui fait un peu passe-plat entre votre PKI et Intune pour déployer des certificats sur tout le monde Intune. Et dernièrement, Microsoft a sorti la Cloud PKI. Donc, c'est une PKI qui est entièrement gérée par Microsoft qu'on peut provisionner en quelques clics côté Intune, qui sera intégré dans les bundles E5 à partir du mois prochain et qui permettent aussi de faire ces cas d'usage, de distribuer les certificats sur les postes, sur les mobiles aussi, et qui permet de répondre à ces cas d'usage, de déployer des certificats machines ou utilisateurs sur les postes dans des scénarios de Wi-Fi ou VPN. Du coup, ça permet de répondre à ces besoins-là aussi. Je vois qu'il y a un petit chat. Comment masteriser un PC sans OS avec Intune? Du coup, Jean-Michel, pour masteriser un PC sans OS avec Intune, souvent quand on fait de l'Intune, qu'on fait de l'autopilote, soit on fait confiance à l'OS qui est installé par défaut par le constructeur sur la machine. Du coup, on démarre la machine, elle est enregistrée dans Autopilote et du coup, ça part directement dans Autopilote. Ou sinon, la deuxième solution qu'on utilise chez certains clients, c'est qu'on a une clé USB avec l'ISO de Microsoft dessus, Windows 11 dessus. On démarre sur la clé USB et du coup, ça installe Windows et après, ça part sur Autopilote directement. Je ne sais pas si ça répond à ta question ou pas. J'attends de voir. Je vois que Francisco est en train de... Lorsqu'un SSD est HS, par exemple. Du coup, je pense que quand ton SSD HS, du coup, tu changes ton SSD. Du coup, tu peux créer une clé USB bootable avec une ISO de Microsoft, comme je disais juste avant. Tu fais un F9 sur ton PC, tu démarres sur la clé, ça va te réinstaller Windows sur ton SSD qui est vierge et après, ça partira sur autopilote et ton poste sera masterisé. Ou sinon, si tu as SSM, comme Francisco dit, tu peux utiliser aussi SCCM. Et du coup, aussi, juste pour faire la transition et répondre faire un petit complément par rapport à la question de Francisco, c'est que dans SSM, vous avez aussi une task séquence qui s'appelle Autopilot for Existing Device qui permet de partir à partir d'une task séquence SCM, de pousser des postes vers autopilote et faire de l'autopilote à travers une task séquence SCCM. C'est une task séquence qui est sortie il y a déjà plusieurs mois, années. Du coup, ça s'appelle Autopilot for Existing Device. Je vous laisse aller checker ça sur Google, mais c'est quelque chose qui permet de partir de SSM pour faire de l'autopilote derrière et c'est assez bien fait. Ouais, du coup, clé USB. Après, si c'est un PC neuf qui vient de chez HP, je sais que HP permet aussi de faire des images qui s'appellent HP Corporate Ready. Donc, c'est des images Windows qui sont faites par HP, mais qui sont cleanées de tous les bloatware ou tous les logiciels excusez-moi l'expression un peu pourrie, qui polluent un peu le poste et pour lequel on est obligé de faire un script ou des stratégies pour nettoyer dès l'enrôlement. Du coup, HP permet de commander des PC avec une image un peu clean de tout ça et partir sur un environnement qui est un peu neuf et ça, c'est plutôt une bonne idée de la part de chez HP.
je vais continuer parce que je vois que l'heure tourne, mais on arrive sur la dernière slide, donc je reprendrai les questions juste après. Du coup, là, je vais vous donner quelques points clés pour comment préparer votre migration vers Intune si jamais vous n'avez pas encore commencé ou si jamais vous vous demandez comment faire. C'est dans cette slide-là que vous aurez les quelques infos qui vous manquent, j'espère. Du coup, la migration vers Intune, c'est vraiment un projet qu'il ne faut pas prendre à la légère, qu'il ne faut pas faire sur un coin de table. C'est vraiment un gros projet avec des étapes qu'il ne faut vraiment pas négliger. Du coup, la première étape, ça sera de déterminer vos objectifs. Donc, les objectifs, c'est comment on y va vers Intune. Si vous avez du SSM, est-ce qu'on fait de la cogestion et dans quel scénario? Si on n'a pas de SSM, qu'on a du Workspace Phone ou un autre MDM, comment on fait pour aller vers Intune? Est-ce qu'on désenrôle les postes? Est-ce qu'on les wipe? Si on n'a rien du tout et qu'on veut aller vers Intune, comment on fait? Est-ce qu'on fait des GPO? Est-ce qu'on wipe les postes aussi? Donc là, c'est vraiment euh, dans cette étape-là que vous allez déterminer vos objectifs et savoir aussi ce que vous allez y mettre dans Intune au niveau stratégie, au niveau briques de sécurité, au niveau configuration, au niveau application. C'est vraiment là où vous allez définir un peu tout ce que vous voulez faire et comment y arriver. Ensuite, vous allez avoir une étape d'inventaire pour évaluer l'existant. Donc là, il va falloir faire un inventaire complet de votre parc, que ce soit au niveau device ou applicatif, parce qu'il y a des devices forcément peut-être un peu vieillissants, par exemple, qui ne sont pas compatibles Windows 11, ce genre de choses. Donc, il va peut-être falloir changer, ou des devices qui n'ont pas de TPM 2.0, mais ça va un peu avec le sujet Windows 11. Du coup, peut-être prévoir aussi un remplacement de certains postes, voir aussi les applications, aussi un inventaire des applications, des dépendances, Active Directory, Wi-Fi, réseau, ce genre de choses. Il ne faut pas négliger cette partie réseau, parce que si on a des organisations qui ont des firewalls, des proxys, tout ça, et on sait que Microsoft n'est pas trop copain avec tout ce qui est environnement proxy et firewall, et qu'il y a une liste un peu longue comme le bras à autoriser pour que Intune fonctionne bien dans des environnements réseau assez complexes. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect réseau. Et aussi le réseau, la partie optimisation où on peut mettre en place de l'optimisation de la distribution pour soulager un peu la bande passante, notamment dans des sites à faible bande passante ou dans des pays à faible bande passante. C'est des outils qui vont vous permettre de répondre à ces cas d'usage. Ensuite, on va pouvoir faire, toujours dans cette étape inventaire, c'est la cartographie des usages. Donc, quel type d'utilisateur on a en face de nous? Est-ce qu'on Intune est bien adapté? Est-ce qu'on a des adaptations à faire par rapport à nos utilisateurs et à leur métier? Et ensuite, on va voir la partie Entra ID. Est-ce que Entra ID est prêt à recevoir les postes dans Intune? Est-ce qu'on a tout bien paramétré comme il faut pour pouvoir faire cette partie-là? La partie 3, c'est les coûts et les licences. Du coup, est-ce qu'on a les bons bundles de licences? Est-ce qu'on doit commander des licences supplémentaires pour gérer les postes ou gérer les mobiles dans Intune, par exemple? Mais souvent, quand on a des bundles E3 ou E5 ou Business Premium, c'est intégré dedans entre ID et Intune P1. Donc, il n'y a pas forcément de débat là-dessus. Ce sera vraiment de voir quel bundle est le plus approprié pour vos cas d'usage. Le petit 4, c'est d'examiner les politiques et les infrastructures existantes. Du coup, c'est là où on va examiner un peu l'existant, les stratégies, par exemple les GPO, ce genre de choses, et voir un peu ce qu'on va ramener côté Intune. Est-ce qu'on en profite pour faire un tri? Et si oui, lequel et par qui? Et ensuite, on va les basculer dans Intune. On va aussi bâtir tout ce qui est le socle Intune, donc les stratégies d'enrôlement, autopilote, les applications, les configurations. C'est là où on va venir aussi construire toute notre socle avant d'accueillir nos premiers devices à l'intérieur. Et c'est là qu'on va créer une fois que le socle est prêt, on va pouvoir créer notre plan de déploiement. Donc c'est un peu, une fois qu'on a fait l'objectif, c'est un peu la feuille de route de comment on y va et à quelle échéance et sur quel planning. Donc par exemple, on va commencer à enrôler une population IT pour tester, puis ensuite on va prendre des populations métiers pour voir population métier ou responsable applicatif pour qu'ils testent par exemple les dépendances avec leur application, ce genre de choses. Et puis après, on va y aller itérativement en prenant de plus en plus de populations. Et c'est comme ça que votre migration se fera assez sereinement. Communiquer sur les changements et support IT utilisateurs finaux, on en a parlé juste avant. C'est de bien communiquer sur les changements et sur tout ce que ça peut apporter de bien
pour les utilisateurs et aussi pour vos équipes IT. Donc pour les utilisateurs, par exemple, quand vous mettez du Windows du Intune avec l'entrée IDGen, vous allez forcément avoir du Windows Hello, ce genre de choses. Donc c'est communiqué vers les utilisateurs en disant maintenant vous allez avoir Windows Hello, vous allez pouvoir vous connecter avec votre biométrie, avec votre doigt, avec un code PIN plutôt que votre mot de passe. Voici les avantages, les inconvénients. C'est vraiment pas négligé cette partie-là. Et pareil pour les supports IT, ce sera vraiment de les accompagner comme je disais avant, avec des procédures, avec des ateliers pour leur faire découvrir un peu comment c'est Intune. Les supports de proximité, les supports niveau 1 sont très friands de savoir un peu comment ça se passe plutôt que d'exécuter des simples procédures, de lire des procédures. Il y a certains qui sont très très friands de voir un peu ce qui se passe sous le capot. Du coup, il ne faut vraiment pas négliger cette partie-là. Et ça sera la clé du succès de votre projet. Voilà pour cette partie-là. Je vais faire 5 petits messages, je vais poser des questions. Alors, du coup, Boussy, Dell et Lenovo aussi vous envoient les hash de machines pour l'envoyer dans Intune. Ouais. Du coup, Boussy, il y a HP, Dell et Lenovo peuvent importer directement les commandes de PC directement dans Autopilot. C'est des choses qui peuvent se faire aussi. Du coup, oui, HP, Dell et Lenovo, c'est les 3 constructeurs qu'on croise dans les organisations. Les 3 sont capables de faire de l'autopilote, de l'import de device dans Autopilot assez facilement. Boussy, parce que vous proposez des ateliers migration système Intune. Je pense que Maëva faudra peut-être rappeler Boussif ou Nathalie le rappellera pour planifier ça, je pense, si besoin. Voilà. Et du coup, Frédéric, quid du déploiement d'applications métier via Intune? Est-ce que Win32 s'y permet? C'est le cas de figure, on n'a toujours pas d'outil. Ok. Du coup, Frédéric, pour les applications métiers dans Intune, ça dépend quel format c'est, si c'est du MSI, du EXE ou du MSX ou de la PPX. Mais dans tous les cas, Intune permettra de répondre à tous tes besoins. On utilisera moi, je conseille d'utiliser le format Win32 parce que c'est vraiment le format le plus complet au niveau déploiement d'applications, parce que c'est là où on retrouve toute la force d'Intune au niveau méthode de détection, script des prérequis ou autre. Du coup, c'est vraiment le format Win32 qu'il faut préconiser. En plus, c'est un des seuls formats qui est compatible avec le delivery optimisation, et c'est aussi le format qui est préconisé pour faire de l'autopilote. Du coup, le Win32, ça répond à quasiment tous les cas de figure. Et pour d'outils d'assistant migration GPO vers profil de configuration, du coup, dans ta console Intune, tu as le groupe Policy Analytics, comme je disais juste avant. Du coup, tu exportes tes GPO en format XML, tu les importes dans le groupe Policy Analytics. Il va te faire une analyse, il va te dire ta politique est à 85% compatible avec Intune. Tu vas pouvoir aller dans le détail, choisir les paramètres et créer en 3 clics un profil de configuration déployable par Intune. Tu tapes groupe Policy Analytics dans Google, tu trouveras des infos. Et sinon, c'est assez voyant dans la console Intune, cette partie-là, c'est super bien fait et pertinent. Du coup. Et du coup, Jean-Michel revient sur le besoin des clés USB pour installer un OS. Existe-t-il un moyen plus centralisé pour une utilisation sur site distant avec équipe distante? Je ne sais pas si tu peux me donner un peu plus de compléments d'infos sur ta question. Jean-Michel, c'est pour installer un OS sur des équipes qui ne sont pas forcément avec toi, c'est ça? Je ne sais pas si tu peux me donner un peu plus de contexte dans le chat si tu es encore là. Et les autres, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de monde, vu qu'on approche de l'heure de fin, mais n'hésitez pas à envoyer vos questions aussi. Et dans tous les cas, si vous en avez, si vous en avez d'autres après le webinaire, il y a Nathalie ou Maëva qui reprendront contact, je pense, avec vous dans les prochains jours pour savoir si vous avez besoin de creuser certaines questions. Donc, il ne sera jamais trop tard pour poser des questions si jamais si après vous avez d'autres questions qui viennent. Tout à fait, Jonathan. Non, mais écoute, tu as extrêmement bien conclu ce webinaire. On prendra contact avec vous
par la suite pour avoir vos ressentis et si vous avez des questions complémentaires ou des besoins particuliers. En attendant, je pense que c'était très clair. Merci beaucoup, Jonathan, en tout cas, pour cette Pas de intervention. souci. Merci, avec On plaisir. organise souvent des webinaires, notamment sur le Modern Workplace. Donc, n'hésitez pas à regarder sur notre page LinkedIn ou sur notre site internet. Vous avez dans la catégorie événements tous nos événements passés qui sont disponibles en replay, mais également les événements à venir pour vous inscrire. Et Alban, pour répondre à votre question, vous recevrez le replay directement par mail à la fin du webinaire. Donc, vous pourrez assister au tout début sans souci. Mais sinon, n'hésitez pas aussi à aller sur notre chaîne. On a une chaîne YouTube Synapsis et vous pouvez retrouver tous les replays de tous les webinaires qu'on a fait depuis plusieurs semaines. Si ça jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur notre petite chaîne YouTube. Il y a plein de contenu sympa. Exactement. En tout cas, merci à tous. Bon appétit. Et Jonathan, j'ai vu que Jean-Michel t'avait répondu. Si tu veux passer quelques petites secondes en plus pour lui répondre avant que l'on ferme le webinaire. Yes. Du coup, je vois, il me dit les équipes IT sont sur plusieurs sites, pas le choix de créer plusieurs clés. Du coup, il y aura une clé USB par site. L'idée après, c'est qu'il va falloir suivre ces clés pour qu'elles soient à jour. Après, Microsoft ne sort pas des ISO Windows 11 tous les mois non plus, donc ça peut aider ça peut aider, entre guillemets. Mais sinon, quand Microsoft sort une ISO de Windows 11, l'idée c'est de la télécharger, de la mettre à dispo et que la clé doit être forcément refaite. C'est vrai que ça peut être si on a beaucoup de sites, ça peut être un petit inconvénient à tout suivre, mais c'est un peu comme ça qu'on fait dans certaines organisations. J'espère avoir répondu à ta question, Jean-Michel. Il faut que tu as marqué bon appétit. Je ne sais pas si tu étais parti, mais il est encore là. Ça marche. Merci à tous. Merci, Jonathan. Merci. Et on merci vous à toi, souhaite Maëva. un Merci à bon tous. appétit. Ça marche. Bonne Bon journée. appétit. Merci à tout le monde. Au revoir.